Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est l'émission qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma et streaming. Et malgré maintenant où tu es encore à Londres, Thibaut, en déplacement, vous qui avez eu l'occasion de regarder les différentes critiques, parfois de qualité moyenne, étant donné le wifi londonien. Voilà, bah, euh, là, je touche du bois, j'ai enfin un wifi un peu correct. Voilà, mais en tout cas, vous avez, la vie à chaud de Thibaut et c'est ça qui compte, mais on n'oublie pas, les sorties cinéma, on va dire régulières, celles qui sont en salle cette semaine. Du coup, on est un peu, bousculé par l'actualité, mais on voulait quand même vous parler de une des grosses sorties de la semaine, à savoir Black Phone 2, la suite du coup de Black Phone. Ça sort donc le 15 octobre en Belgique et en France. C'est un film de Scott Derrickson avec Ethan Hawke, Mason Thames et Madeleine McGraw. Alors, de quoi ça parle ce Black Phone 2? Pas de bande-annonce pour ce film-ci, donc on vous retrace un petit peu l'histoire, en tout cas le synopsis. Depuis son enlèvement, Finney, aujourd'hui âgé de 17 ans, éprouve beaucoup de mal à reprendre le cours d'une vie normale, alors que rien ni personne serait arrêté Gwen, sa sœur de 15 ans, mais le sinistre téléphone se met à sonner dans les rêves de l'adolescente, où elle voit sans cesse 3 garçons se faire pourchasser dans un camp de montagne appelé Alpine Blake. Déterminée à mettre fin à ses cauchemars et en percer le mystère, Gwen persuade son frère de se rendre sur place malgré le blizzard qui frappe la station. Voilà, on s'arrête là. On voit un peu l'ambiance du film déjà, rien qu'en écoutant ce synopsis-là, on voit déjà un peu dans quel traquenard on peut aller. Ça a tout l'air d'un slasher, ça a tout l'air d'un film avec un boogeyman. Explique-nous un petit peu déjà, recontextualise peut-être le principe de Black Phone, Thibaut, puisque je pense que pas mal d'entre nous n'ont pas vu le premier et c'est Alors toujours utile de replacer l'église au milieu du village. exactement. Alors en fait, de base, c'est une nouvelle qui a été écrite par le fils de Stephen King. Hem et autant te dire que le fiston n'a quand même pas le talent du père. Heu, Bim! ouais, je suis un peu vache parce qu'en fait, la première fois que j'ai vu le film qui a été adapté, qui était déjà réalisé par Scott Derrickson, je l'ai trouvé plutôt pas mal et puis je l'ai revu là avant de voir le 2e film. Je l'ai revu un peu à la baisse parce que je trouve que c'est un peu facile quand même cette histoire de, globalement où tu as des fantômes que en fait, qui sont les personnages qui ont été tués par le fameux tueur, et qui vont aider la nouvelle victime, qui était donc, le Finney quoi. Et Mmh. Finney, bah, donc il s'en est sorti après le premier film et sa sœur faisait déjà des rêves, un peu prémonitoires comme ça, où elle voyait des choses, des endroits dans lesquels elle avait jamais été, mais qui pensait étaient liés à l'histoire, qui se déroulait. Donc voilà, c'était OK, mais c'était pas incroyable honnêtement, ça tournait un peu en rond, voilà. Et ici, on a donc cette suite, qui je ne pense pas est adaptée de la nouvelle, parce qu'à mon avis, ils ont tout fait avec, le 1er film. Et donc je pense qu'ici, Robert Kirkgile et Scott Derrickson ont écrit une nouvelle histoire sur, enfin basée sur le concept, quoi. Et pour recontextualiser 2 secondes, Scott Derrickson, c'est donc le réalisateur derrière, Doctor Strange, le premier Doctor Strange avec, Benedict Cumberbatch. Il a fait aussi Sinister, Ouais. il a fait aussi The Gorge récemment sur Apple Oui, TV. oui, oui. Donc voilà, c'est un réalisateur qui a quand même un petit palmarès. Maintenant, c'est pas non plus tous des chefs-d'œuvre, mais il a clairement une affinité avec le genre et ça, c'est C'est évident. c'est ça le problème, c'est que il y a quand même certains de ses films, c'est pas des chefs-d'œuvre. Autant le Sinister, c'est pas mal, mais il avait fait aussi, Deliver Us from Evil, qui était un film d'horreur assez raté. C'était un Mmh. film de d'exorcisme, ce qui était pas génial. Donc avec lui, en fait, c'est un peu, au petit bonheur la chance, quoi. Un coup sur 2, tu as un bon truc, un coup sur 2, c'est un truc, vraiment cata, quoi. Enfin voilà. C'était pas génial le premier, mais c'était OK. Et ici, dans l'ensemble, je trouve que c'est une suite qui est d'un peu meilleur acabit. C'est-à-dire que, heu, ils parviennent à continuer d'utiliser le concept, du téléphone qui sonne dans des cabines qui sont, qui ne fonctionnent plus en vrai, hein. Ouais. Hem, mais ils ont réussi à l'amener un peu autrement, un peu différemment, à plus inclure le personnage de la sœur. Et en fait, ici, ça va être une espèce de combat à 2, donc le frère et la sœur contre le boogeyman, hein, qui est toujours, incarné par Ethan Hawke. Mais ici, on voit absolument pas son visage, alors qu'on voyait son visage, dans le premier film. Ici, on le voit plus du tout, il est vraiment dissimulé sous le masque en permanence. Hem, mais donc voilà, il y a ils explorent plus le monde des rêves, et le rôle que les morts jouent, dans nos rêves. Et je trouve que ça, c'est assez intéressant et c'est un peu plus intéressant que dans le premier film, en fait. Mmh. Donc
ouais, ils arrivent au niveau de l'écriture, en tout cas à apporter quelque chose, d'un peu plus frais, une autre dynamique, et ça rien que ça déjà c'est assez plaisant, tu vois? Et puis bon, je dis frais, en même temps le film se déroule, en hiver dans un lac, enfin près d'un lac, gelé avec, des personnages qui vont souffrir du blizzard, et de la tempête, qui rôde autour, avec tout ce mystère à nouveau de, bah, quels sont ces rêves étranges que la sœur va faire? Heu, Quel est le lien avec le fameux boogeyman, qui a persécuté son frère? Et puis il y a toute une histoire aussi, par rapport à leur passé, enfin au passé de leur mère, parce que, bah, tu n'as pas vu le premier film, mais leur mère est décédée, ils ont un père Mmh mh. qui les élevait seul, père alcoolique. Hem, donc ici la toute la relation familiale aussi a un peu changé avec le père, et donc cette, ce lien potentiel avec le lac et la mer est évidemment source de, comment dire? D'intérêt pour les 2 enfants qui vont vouloir en apprendre plus, tu vois? Évidemment, ça on s'en doutait bien, mais en tout cas, tu as l'air de me donner des bons ingrédients là. Je veux dire un changement d'endroit, un setting qui est intéressant, Alpine Lake et tout, le retour de ces quelques fondamentaux de la saga avec une histoire, une backstory, une nouvelle relation aussi, hein, frère-sœur, dans ce film-ci. Donc c'est une relation qui est plus poussée sans doute. Oui, c'est ça. J ça m'a l'air pas mal. Est-ce que ça maintenant la question qu'on va se poser, c'est est-ce que c'est toujours aussi saisissant? Est-ce que ça fait même plus peur que le premier? Est-ce qu'il y a ce côté-là qui est réussi aussi, quoi? Je trouve qu'il est un peu que le film ose un peu plus, qu'il est un petit peu plus, alors je vais pas spécialement dire gore, mais un peu plus graphique, il est un peu plus rentre dedans, et puis il est assez aussi inspiré au niveau de ce qui se passe et inspiré au niveau de la mise en scène. Il y a notamment une scène de, parce qu'en fait, au final, le boogeyman dans ce cas-ci, c'est un petit peu comme Freddy, quoi, tu vois? C'est un type qui apparaît dans les rêves. Oui. Hem, mais donc c'est pas il est pas physiquement là, et c'est-à-dire que la perception des personnages n'est pas les mêmes en fonction de si c'est, le frère et la sœur, ou ben les gens qui n'ont rien à voir et qui sont témoins de et qui vont juste voir une fille crier, tu vois? Mmh mh. Mais sans rien d'autre, et donc par rapport à ce concept, il y a des choses un peu plus intéressantes, et notamment une scène, que je trouve vraiment bien foutue, bien réalisée. Une scène dans une cuisine, où, à nouveau la fille va faire un cauchemar la nuit, et qui, pour le coup, illustre parfaitement cette, différence de point de vue, de perception que les gens peuvent avoir, et je trouve que pour le coup, d'un point de vue vraiment purement mise en scène, effets spéciaux et cetera, bah, c'est sans doute une des meilleures scènes du film, et c'est clairement quelque chose, à mettre, au tableau de Scott Derrickson, parce que c'est malin, c'est bien foutu. Alors ça a déjà été fait ailleurs, autrement, hein, donc c'est pas complètement neuf, mais je trouve que c'est une scène vraiment maîtrisée et qui montre un petit peu qu'il y a moyen de faire de l'horreur et de l'épouvante, d'une autre façon, et quand tu fais un film de Boogeyman où c'est beaucoup, mental, ben, il faut réussir à illustrer ça, de façon intéressante pour le public, et je trouve que pour le coup ici, c'est un peu mieux et clairement plus intéressant que dans le premier film. Écoute, que des bonnes choses. Est-ce que Ethan Hawke est toujours aussi présent dans le film ou est-ce qu'au contraire il a une apparition encore moins plus anecdotique ou est-ce que voilà, est-ce que ça fait toujours le taf en Ethan Hawke en méchant? Bah, Ethan Hawke en méchant, ça fait clairement le taf, et je trouve que la façon dont le personnage est réintroduit, est plutôt bien foutue, parce que, bon, ici, c'est que j'en fais aucun suspense, en même temps, il est sur l'affiche et tout, hein, donc il y a pas de suspense, on sait qu'il est dedans. Oui, Jean le Mais connaît. le film ne capitalise pas entièrement dessus, notamment pendant toute la première partie. Le personnage est quasiment pas, pour ne pas dire pas du tout présent pendant, un bon 45 minutes, je pense. Et donc ça devient un peu plus, le jeu quelque part, même si c'est pas un jeu pour, ceux qui vont souffrir de ça, démarre un peu plus tard et de façon, plutôt bien foutue. Mais le bémol que j'ai avec le film au final, c'est que, bah, malgré tout, c'est pas si surprenant et c'est pas si passionnant que ça, tu vois? Ça reste un film, relativement mainstream, bien qu'ici, il essaye de faire un petit peu différent, un petit peu autre chose, mais qui est quand même relativement classique Mmh. et qui n'a pas non plus, l'écriture est pas aussi fine, la mise en scène, même si elle a ses grands moments, elle est quand même relativement lambda le reste, du temps, tu vois? Donc on a quand même un truc mainstream, OK,
mais ça va pas beaucoup plus, ça va pas vraiment au-delà de ça, quoi. Bah, finalement, c'est ce qu'on peut attendre d'un film épouvante de studio, hein, j'ai envie de dire. Voilà, c'est toujours des Ouais, ouais. trucs où, voilà, c'est assez lisse, tout le monde peut suivre le film, c'est pour tous les publics, on n'est pas dans du trop gore, on est dans du passable, voilà. Mais tant que c'est un peu d'originalité et que quand même ça c'est pas fainéant, ça peut être plaisant. Et là, ce que tu me dis, j'ai l'impression que Scott Derrickson a fait un bon travail. Il a appris, des choses qui fonctionnaient avec le premier, il a essayé de réitérer ça. L'histoire est un peu plus originale parce qu'ils ont pu se libérer de cette nouvelle et aller, creuser un peu l'univers. Ils ont abordé les thématiques intéressantes avec les 2, le frère et la sœur, l'histoire forcément avec la mère et puis, le nouvel endroit qu'ils découvrent. Donc bon, j'entends quand même que c'est plutôt positif, même si j'ai l'impression et c'est peut-être ce qu'on peut sentir, que c'est pas très surprenant finalement. C'est un peu OK, n'importe qui imagine une suite à un film comme ça pourrait venir avec un truc pareil quoi. C'est pas, Ouais, je sais pas si c'est à ce point-là, mais on va dire que, voilà, ça reste un peu dans les grands carcans, des films de genre, quoi, tu vois? pas de prise de risque, mais pas de glissade non plus. Ouais, ça comme ça. Il y a des petites prises de risques, Voilà. mais c'est clair que c'est pas non plus, effectivement pas de glissade comme tu le dis. C'est important. Voilà, donc l'avion est stable. Heu, très bien. Du coup, quelle note tu donnes à ce film, Thibaut? Black Phone 2? Bah, écoute, là, je sais plus ce que j'ai remis, j'ai noté 2,5 mais oui, je veux te dire, je sais que tu aimes pas les demi, mais je dirais quand même plutôt deux étoiles et demie. Il me semble que j'ai revu le premier un peu à la baisse, donc plutôt vers 2. Mais voilà, on est entre 2,5, 3 à la limite, mais je trouve que 3 c'est déjà, limite trop bon, tu vois, quand même. En tout cas, les critiques, j'avais regardé avant de faire l'enregistrement, Mmh. étaient plutôt du même avec toi. Le 2 a une meilleure cotation que le premier, pas de grand chose, mais OK. sensiblement meilleure en tout cas, voilà, donc on est Bah, d'accord. mais écoute, je n'avais pas vu les autres critiques, mais Bah, comme voilà. quoi, j'ai pas toujours tort, c'est pas mal. Oui, non, tu souvent juste d'ailleurs. OK, très bien, donc voilà, pour ce film Black Phone 2. N'hésitez pas à nous dire un petit peu dans les commentaires ce que vous avez pensé de Black Phone 1 et puis peut-être de celui-ci, si vous avez l'occasion de le voir en avant-première ou maintenant en écoutant la critique. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer nos prochaines critiques, que ce soit à Londres ou ailleurs. On se dit à très, très bientôt. Salut Thibaut. Ciao, ciao.